Bonjour Volodymyr Zelensky. Merci de nous recevoir ici à la présidence ukrainienne, à la Bankova, comme vous l'appelez ici. C'est là que vous travaillez précisément 2 étages juste en dessous, c'est là où se trouvent vos bureaux. Dans quelques jours, ça fera 4 ans que la Russie mène une guerre contre votre pays lancée par Vladimir Poutine. On va parler des négociations évidemment, mais d'abord ce qui nous a le plus marqué en arrivant ici ce mercredi matin, c'est le froid. Il fait moins 20 degrés dehors et malgré ce froid glacial, c'est l'hiver le plus rude, le plus glacial depuis le début de la guerre, eh bien les Russes ont tapé les infrastructures énergétiques, privant des centaines de milliers d'Ukrainiens de chauffage. On l'a vu, la population grelotte. Est-ce que la Russie utilise l'arme du froid pour vous faire plier? Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bien sûr que la Russie profite du froid. Bien sûr que la Russie veut infliger plus de souffrance aux Ukrainiens pour qu'ils acceptent ce que nos amis américains appellent un compromis. Mais en fait, il s'agit d'un ultimatum de la part de la Russie. Les Russes comprennent parfaitement que plus ils attaquent les populations civiles, plus ils tuent, plus ils enfreignent les règles de la guerre, plus ils éloignent la perspective d'un compromis entre l'Ukraine et la Russie. Parallèlement, Volodymyr Zelensky, les négociations se poursuivent entre vos émissaires ukrainiens, les Russes et les Américains, en ce moment même à Abu Dhabi. Et pourtant, le Kremlin, ce matin, a fait une déclaration pour dire qu'il poursuivra son offensive en Ukraine tant que vous n'accepterez pas ces conditions. Qu'est-ce que vous répondez à Vladimir Poutine? Ça fait partie des négociations, ce genre de déclaration, c'est du chantage? Bien sûr que c'est du chantage. Mon équipe est actuellement en négociation. Notre priorité est de mettre fin à cette guerre. Et nous sommes reconnaissants aux Américains qui sont eux aussi aujourd'hui à Abu Dhabi. Le point crucial des négociations, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est les territoires, et notamment le Donbass. Les Russes veulent que vous vous retiriez de territoires qu'ils n'ont pas encore conquis, comme Donetsk par exemple. Vous avez dit, c'est une ligne rouge, c'est non. Vous le dites encore ce soir, c'est non, on ne bougera pas, on ne sortira pas de Donetsk. La Russie veut que nous quittions tout le Donbass. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé cette guerre, ils n'ont remporté aucune victoire. Nous, les Ukrainiens, nous nous rendons parfaitement compte du prix que chaque mètre et chaque kilomètre de cette terre coûte à l'armée russe. Eux, ils ne comptent pas les gens qui meurent. Nous, nous sommes obligés de le faire. Pour conquérir l'Est de l'Ukraine, cela leur coûterait 800 000 cadavres de plus, les cadavres de leurs soldats. Il leur faudra 2 ans au minimum, avec une progression très lente. À mon avis, ils ne tiendront pas aussi longtemps. Mais vous êtes prêt à quelle concession, vous? Vous nous dites non pour Donetsk, mais vous êtes prêt à quelle concession? Vous êtes prêt à lâcher des territoires dans le Donbass? Soyons honnêtes. Si on parle d'un conflit gelé, ce que je n'ai jamais voulu, mais si on gèle la ligne de front et qu'on garde nos positions respectives, c'est déjà une concession énorme de notre part. Certains proposent aujourd'hui de travailler un peu comme on choisit un plat au restaurant. Voilà ce qu'on vous propose. Mais c'est totalement faux. Il s'agit de concessions pour les 2 camps. Les Russes ont besoin d'une pause, ils ont les problèmes dont je vous ai parlé. Si on parle d'une zone économique, par exemple, nos militaires vont devoir reculer. Il faut que les Russes le fassent aussi. Si on parle d'une zone démilitarisée, nous devons avoir le contrôle de notre partie. Eux doivent contrôler la leur. Mais entre nous, il faut une force d'interposition internationale, une présence internationale. Donald Trump a dit ce matin à l'attention de Vladimir Poutine, il faut maintenant arrêter la guerre. Bon, manifestement, il ne veut pas arrêter la guerre puisqu'il continue à bombarder. Qu'est-ce qu'il doit dire, Donald Trump, pour faire plier Vladimir Poutine? Poutine n'a peur que de Trump. C'est une réalité. Ce que Trump doit dire à Poutine, ça n'est pas à moi de le dire.
Si le président Trump sait que Poutine a peur de lui, alors il ne peut pas accepter toutes les conditions que pose le président russe. C'est Poutine qui a peur de Trump. Ce n'est pas l'inverse. Le président Trump sait qu'il a un moyen de pression par l'économie, par les sanctions, par les armes. Des armes qu'il pourrait nous transférer s'il ne veut pas engager directement l'armée américaine. À travers notre armée, il peut maintenir cette pression sur Poutine. Tout ça est possible. Le président américain veut arrêter cette guerre avec des compromis. Nous avons soutenu ses propositions, mais il ne pourra pas y avoir de compromis sur la question de notre propre souveraineté. C'est notre terre. Vous dites, Vladimir Poutine n'a peur que d'une seule personne, de Donald Trump. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout peur des Européens? Il n'a pas peur des Européens. Vous savez à quel point nous sommes reconnaissants aux Européens. Ils sont nos partenaires. Ils nous ont aidés énormément. Mais Poutine n'a pas peur d'eux, malheureusement. Pourquoi? 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 Parce que les Européens vivent dans un monde merveilleux, sécurisé, qu'ils ont construit eux-mêmes d'une manière juste, par leur économie, par leur travail. Les économies sont très solides dans les pays européens et ils vivent depuis très longtemps en paix. L'Europe n'est pas aussi violente, l'Europe est très démocratique, l'Europe veut donner la parole à chaque pays, ce qui est juste. Voilà d'ailleurs pourquoi l'Ukraine choisit le chemin vers l'Europe, puisque l'Ukraine, elle aussi, veut vivre dans un monde démocratique. Mais la démocratie, la pure démocratie, ne peut pas vaincre Poutine aujourd'hui puisqu'il ne respecte pas les règles de la guerre. Mais justement, vous avez eu des mots très durs il y a quelques jours à Davos contre les Européens. Vous avez fustigé leur mollesse, leur division. Vous avez dit qu'ils étaient fragmentés. Vous aviez dit que vous aviez l'impression qu'ils étaient perdus face à Donald Trump. Les mots sont durs, les mots que vous avez employés sont durs. Et pourtant, l'Europe continue à vous aider. Elle a donné des dizaines de milliards à l'Ukraine depuis 4 ans, depuis le début de la guerre, en aide militaire, en aide civile. Et malgré tout, vous avez l'impression qu'elle reste molle, l'Europe, face à Poutine, qu'elle n'arrive pas à comprendre les enjeux. L'Europe aide l'Ukraine. L'Europe est consciente des défis. Ce sont des gens intelligents. Mais vous savez, c'est comme si les Européens n'arrivaient pas à croire que cela peut arriver dans leur propre pays. C'est un monde totalement différent. En Europe, la vie est cool, c'est agréable. C'est pour ça que je dis qu'on est tous en train de se battre pour défendre ce mode de vie. Mais aujourd'hui, il est très clair que si l'Ukraine n'arrête pas Poutine, il va envahir l'Europe. Les pays voisins de l'Ukraine comprennent qu'ils seront les premières victimes de Poutine, que la Russie avancera. Leurs drones peuvent travailler en profondeur. La portée de leurs missiles est illimitée. Ils frapperont partout. Je ne veux faire peur à personne. Ceux en Europe qui l'ont bien compris aident l'Ukraine de façon très efficace. Mais les pays qui ne se rendent pas compte que cette tragédie est en train de se produire disent que leur priorité reste leurs affaires intérieures. Ils disent: vous voulez qu'on dépense plus pour les armes? Non, c'est un défi pour notre société. Vous voulez qu'on soutienne l'Ukraine? Nos électeurs disent: ça fait augmenter les impôts. Il faut aider l'Ukraine quand il fait si froid. Alors que notre population dit: mais chez nous l'électricité augmente. Ils ne veulent tout simplement pas se rendre compte de tous les risques qui existent aujourd'hui. À Davos, vous avez aussi dit qu'avec Donald Trump, le dialogue était parfois difficile. On a envie de s'imaginer comment ça se passe quand vous, Volodymyr Zelensky, vous vous retrouvez face à Donald Trump. Comment ça se passe? Comment se passe un entretien? Quelle qualité il faut avoir face à Trump pour le convaincre, pour le faire changer d'avis?
Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets. Sinon, je n'aurais plus aucune... comment dire? Aucune... Non, non, pas les cartes en main. Ça, c'est une expression de Donald Trump. Je ne peux pas vous les dévoiler. C'est un dialogue entre deux personnes. Il y a plusieurs facteurs, notamment la situation de nos deux pays. Les Américains, comme les Ukrainiens, ce sont des gens ordinaires. Et je suis sûr que nos peuples ont les mêmes valeurs. C'est différent au niveau politique. À mon avis, les États-Unis ont d'autres priorités sur le plan géopolitique. Mais il faut que les États-Unis comprennent que l'Ukraine, c'est important. Et c'est un point crucial de mes échanges quand je parle au président Trump. Il doit se rendre compte que l'Ukraine est importante pour la sécurité du monde. Emmanuel Macron a déclaré hier que la reprise de dialogue avec Vladimir Poutine était en train de se préparer. Il faut que les Européens parlent à Vladimir Poutine, il faut qu'ils le reçoivent à nouveau. Vous trouvez que c'est la bonne chose à faire? Nous sommes de bons amis, Emmanuel et moi. Bien sûr, il m'a appelé pour me dire qu'il réfléchissait à une reprise du dialogue avec les Russes. Il sait ce que j'en pense. Il connaît mon avis. C'est quoi votre avis? L'intérêt de Poutine, c'est d'humilier l'Europe. Il est très important qu'Emmanuel essaye d'aider. C'est important que les dirigeants travaillent pour essayer de ramener la paix entre nos pays. Et ce sera bénéfique pour le monde entier s'il n'y a plus de guerre en Ukraine. Cela profitera à tout le monde. Mais je pense que la pression sur Poutine, elle n'est pas suffisante. Lorsqu'il y a des discussions, il ne cherche qu'à humilier les Européens. Alors, quand on parle de reprendre le dialogue avec Poutine, la question se pose. À quel moment? Non pas quel jour précisément, ça aurait pu être hier si la pression sur la Russie avait été suffisante. Mais ça n'était pas suffisant. Donc mon avis, c'est qu'il faut dialoguer, mais en mettant des conditions. Quel message vous avez envie d'envoyer aux Français qui vous regardent ce soir? Il y a quelques jours, la France a arrêté la flotte, un bateau de la flotte fantôme russe, présumé. Vous avez dit que c'est une bonne chose. Il faut le faire beaucoup plus. Est-ce que les Français doivent faire plus pour les Ukrainiens? C'est une décision qui appartient aux Français. En ce qui nous concerne, nous vous sommes reconnaissants pour l'aide que vous nous apportez. Plus l'aide française sera forte, moins vous avez de chances que cette guerre arrive chez vous. C'est mon message à la France. Nous sommes reconnaissants à ceux qui croient en nous. Merci pour votre aide. Et nous comptons sur un soutien encore plus fort. Et pour ceux qui ne croient pas en nous, eh bien c'est leur choix. Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qui vous traverse alors qu'on va arriver là aux 4 ans de cette guerre, le 24 février? Quel sentiment domine chez vous? La lassitude, la colère, la douleur, la fierté, qu'est-ce qui domine comme sentiment? La fierté. D'abord la fierté pour les Ukrainiens. Nous sommes 40 fois moins nombreux que les Russes. Mais regardez à quel point notre peuple est plus grand que la Russie. Nous sommes plus libres et nous comprenons très bien le prix de la vie. Depuis 4 ans, combien d'Ukrainiens sont morts? Est-ce que vous le savez? On parle de dizaines de milliers de morts.
On parle de plus de 100 000. Est-ce que vous avez les chiffres? En Ukraine, officiellement sur le champ de bataille, le nombre de militaires tués, qu'ils soient des militaires de carrière ou des gens qui ont été mobilisés, c'est 55 000. Et il y a un grand nombre de personnes que l'Ukraine considère comme des disparus. Cette guerre, Volodymyr Zelensky, cette guerre depuis 4 ans, vous avez peur de la perdre? Bien sûr. Si on perd cette guerre, on perd tout simplement l'indépendance de notre pays. Nous avons réussi jusqu'ici à la préserver. Si on perd notre indépendance, si nous devenons une partie de la Russie, ce serait une perte absolument monstrueuse. Et je suis sûr que ça n'arrivera pas. Dans un an, si on revient ici à la présidence, vous interviewez, il y aura la paix en Ukraine? J'espère bien. On va faire tout ce que nous pouvons. C'est notre priorité, la mienne et celle de mon équipe. Pour arriver jusqu'ici, on a dû passer par plusieurs barrages, plusieurs checkpoints. On nous a pris nos téléphones. On a été fouillés à plusieurs reprises jusqu'à arriver au 6e étage. Partout. Est-ce que tous les jours, vous avez peur pour votre vie? À vous. Quand on parle de peur, vous savez, la Russie a déjà essayé de m'éliminer plusieurs fois. D'une certaine manière, je ne ressens plus la même peur qu'au début de la guerre. Je m'y suis habitué. Ça fait partie de ma vie. Merci. Merci à vous. Merci Volodymyr Zelensky d'avoir accepté cette interview ici à Kiev. Tout de suite, la soirée spéciale Ukraine sur France Info, Canal 16. Merci aux équipes de France Télévisions aussi qui ont rendu possible cette page spéciale ici à Kiev.